Il y a tellement de soleil, j'ai presque envie de faire l'épisode sur la terrasse. Bon, bienvenue. Bienvenue dans Art Sensible, le podcast qui fait le lien entre le parcours artistique, le processus créatif et l'amour de soi. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets en tête et je crois que je vais juste laisser venir l'inspiration. Le premier sujet qui m'est venu récemment, c'est comment l'art et la vie se nourrissent mutuellement. Comment la création artistique plus particulièrement et la vie se nourrissent. Je pense que c'est une illusion de croire que l'artiste est nécessairement quelqu'un qui passe son temps enfermé à produire et à créer. Certains artistes sont comme ça, ce sont des personnes qui ont un parcours particulier, mais on nous a donné l'impression parfois que être artiste, c'était bûcher constamment sur son art pour le parfaire, pour le perfectionner. Et je pense qu'il y a un temps pour ça et il y a une place pour ça. Mais il y a aussi une place pour la vie. Il y a une place pour faire des expériences. Et ce sont ces expériences qui nourrissent aussi la qualité de ce qu'on fait. Je pense que la première fois que je me suis rendu compte de ça, c'est quand j'étais en train d'apprendre le violon. J'ai appris le violon pendant des années. Et vers la fin de mes études de violon, quand j'ai un peu institutionnalisé la chose, parce que je suis allée au conservatoire alors que j'avais passé presque 18 ans, je pense, avec des cours privés sans aller au conservatoire, et j'y suis allée à la fin de mes études pour valider un diplôme. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que le travail avait évidemment son poids, mais surtout je me suis rendu compte que le fait de vivre des expériences nouvelles et d'apprendre des choses par la vie et non pas juste par l'étude avait aussi fait mûrir la qualité de mon interprétation au violon. Et je m'en suis rendu compte encore plus fortement après, quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai moins travaillé mon violon au quotidien et que je me suis retrouvée à jouer un peu spontanément, ponctuellement, soit dans des jams, soit juste pour moi-même, et de me rendre compte que, certes, j'avais peut-être perdu un peu de virtuosité au niveau de ma rapidité, de ma technique, mais j'avais encore une bonne technique, et surtout, j'avais une interprétation qui était beaucoup plus sentie, qui était beaucoup plus personnelle, et beaucoup plus agréable, en fait. Et c'est comme si ça avait mûri naturellement parce que ma personnalité avait mûri à travers des expériences de vie que je ne pouvais pas imaginer, en fait. C'était pas possible de les créer de toutes pièces. C'est des expériences qui me sont arrivées et qui m'ont enrichi profondément. Donc, faire jouer la vie et l'art, c'est tout un art, justement. Faire jouer la vie et la création, c'est tout un art que je me suis appliquée à expérimenter depuis un bon nombre d'années, finalement, si je regarde comment j'ai commencé à écrire et comment j'ai commencé à faire des chansons. Ça a toujours été en articulation avec ma vie et avec mes expériences. Et en fait, j'ai fini par trouver une forme de flux, de flow naturel, d'une alternance entre la vie et la création. Je pense que chez moi, ça se vit vraiment au quotidien, c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir un jour où je ne prends pas du temps pour écrire, pour chanter, même si c'est pas pour créer une chanson, mais je vais quand même chanter, rechanter des chansons, réécouter des chansons, me plonger en fait dans mon univers créatif et artistique. Et il n'y a pas une journée où je ne m'expose pas d'une façon ou d'une autre à la vie. C'est vrai qu'il peut y avoir des journées, en particulier quand je suis malade, là j'étais malade ces derniers jours, où je m'isole presque totalement, où je me retrouve à être juste dans mon lit et à cuver ma maladie, à purger. Mais en réalité, j'étais pas totalement isolée, ce qui était bien. J'ai eu quelques contacts avec une de mes colocataires, qui a d'ailleurs gentiment pris soin de moi, c'était très agréable. Et puis, j'ai eu quelques appels, j'ai eu quelques moments de partage à distance. Donc la vie a quand même continué, même si elle était
plus introvertie, j'étais plus dans une expérience physique aussi. Quand on est malade, il y a cette nécessité de s'abandonner. En anglais, on dit surrender, c'est comme se rendre un petit peu à ce qui nous arrive et laisser émerger des choses aussi intérieures qui étaient peut-être coincées, notamment, et qui ressortent quand le physique s'arrête. Mais voilà, je ferme cette parenthèse de l'exemple de la maladie. En dehors de cet exemple-là, il y a toujours cette joie chez moi. Attention, ma porte va claquer. Ah non, c'est bon. Cette joie chez moi de vivre cette alternance. Et de voir comment la vie nourrit la créativité et la créativité nourrit la vie. Il y a un film que j'ai vu récemment qui est pas si récent que ça, mais que j'ai vu en streaming, qui s'appelle The Lady in the Van. Je crois que c'est ça le nom en anglais. Je n'ai pas le nom en français, mais qui a eu des récompenses, je crois, des Golden Globes ou des Oscars, je sais plus. Qui est un film anglais avec l'actrice qui joue, évidemment je me souviens pas de son nom, mais c'est l'actrice qui joue McGonagall dans Harry Potter. Donc pour celles et ceux qui connaissent Harry Potter et les films, vous verrez bien l'actrice qui c'est. Et un acteur que je ne connaissais pas. Et ça raconte l'histoire d'un écrivain qui fait la rencontre d'une vieille dame qui vit dans un van. Donc c'est un peu une SDF. Et lui, il est écrivain et il écrit des pièces de théâtre. Et en fait, il se retrouve à écrire sur cette dame et en même temps, il se retrouve à vivre une forme d'amitié avec cette dame. Il noue une amitié. Et en fait, on se demande tout au long du film, c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce que c'est le fait qu'il soit écrivain qui fait qu'il s'intéresse à elle et qu'il se met finalement à vivre des choses avec elle ? Ou est-ce que c'est le fait que la vie l'appelle à vivre des choses, parce que c'est aussi quelqu'un d'assez introverti. Donc à travers cette vieille dame qui se retrouve à avoir besoin d'aide, la vie l'appelle et il en fait une inspiration ensuite. Et je pense que c'est un peu les deux, c'est un peu dans les deux sens. Je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage de l'écrivain parce que je fais un peu la même chose, c'est-à-dire que des choses qui m'arrivent, je m'en sers pour imbiber ma création. Je sais que ces expériences m'imbibent aussi, moi, en tant que personne, et me sculptent, me bousculent, me transforment. Et puis, aussi, quand j'écris des choses, notamment des choses imaginaires, imaginées, je m'amuse à me demander si ces imaginaires pourraient pas se réaliser dans la vraie vie. Et c'est arrivé plusieurs fois, notamment dans des chansons c'est comme si j'avais prévu ou prédit ou comme une prémonition à travers une chanson. Parce qu'une chanson, c'est quelque chose qui émerge chez moi, en tout cas, de l'inconscient. C'est vraiment comme un rêve, c'est vraiment quelque chose comme une transe, ça vient d'une transe et donc il n'y a pas de calcul. Quand je crée une chanson, c'est toujours complètement intuitif et pas calculé et pas mental. Et du coup, oui, ça m'est arrivé que des chansons se retrouvent à se réaliser dans la vraie vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc il y a un peu ce côté pont magique et mystérieux entre l'imaginaire et la réalité. Toutes les personnes qui sont à fond dans la manifestation vous diront qu'effectivement, il y a une puissance dans notre inconscient et dans notre pensée et dans notre imaginaire qui peut bousculer le réel, qui peut bousculer la vie concrète. Après, tout dépend de nos actions, évidemment. Si on se contente d'imaginer, il ne se passe rien. Il y a aussi besoin d'agir parfois sur des instincts, des intuitions, pour que les choses se réalisent. Puis parfois, on est en train de créer quelque chose, d'écrire quelque chose, et on n'a pas forcément envie que ça se réalise. Donc c'est un peu intéressant de voir aussi comment on peut jouer avec ces deux réalités. Comment on peut jouer avec la réalité de la création et la réalité réelle de la vie. Alors, parfois on pourrait se dire, est-ce que la vie est vraiment réelle ? C'est aussi un questionnement qu'on peut avoir quand on philosophe ou quand on va dans la spiritualité. Mais en tout cas, ces ponts
je les trouve assez jouissifs. Et moi, je m'amuse, en ce moment, j'écris un roman et je m'amuse beaucoup à utiliser la réalité et à la transformer en y ajoutant de l'imaginaire, en y ajoutant ce que je projette qui va arriver dans ma propre vie. C'est assez étonnant. Alors c'est sûr aussi, j'écris un roman qui est un peu spécifique parce qu'il est en partie inspiré de ma propre vie, de ma propre histoire. Donc il y a quelque chose de très vulnérable aussi à essayer de prévoir ce qui va se passer dans ma vie pour écrire le roman. Il y a quelque chose d'un petit peu étrange. Et je ne sais pas si je vais continuer à utiliser cette méthode, honnêtement. Il y a plein d'autres méthodes pour écrire. En tout cas, moi, une méthode que je trouve très forte et que je partageais récemment avec un client que j'accompagne pour l'écriture de son livre, c'est le fait de se mettre vraiment dans la peau d'un personnage, de le sentir, de sentir ses émotions au niveau du corps. Et c'est très très puissant parce qu'il y a quelque chose comme si on canalisait le personnage, comme si on l'incarnait complètement et d'un coup on sait ce qu'il ressent et on va pouvoir mettre en mots ce qu'il ressent à partir de cette sensation corporelle, à partir de cette sensation somatique, physique. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que le lecteur ou la lectrice va vraiment sentir ça, va vraiment sentir les mêmes émotions que celles qu'on a ressenties quand on a écrit le paragraphe en question ou le chapitre en question. Ça, je trouve que c'est une technique assez magnifique et que je vous recommande si vous essayez de faire émerger des personnages. Parfois, on ne se sent pas assez connecté à ces personnages, on se sent connecté à un moment, puis comme ça prend du temps d'écrire un livre, on s'en déconnecte. Moi, j'ai vécu ça aussi. J'ai écrit un conte il y a quelques années que j'ai pas complètement terminé, ou peut-être qu'il devrait être publié comme ça, comme un tome 1, parce qu'il y a une suite. Et je me suis déconnectée à un moment des personnages. Et puis, il y a eu des moments où ils sont revenus à la surface. Donc, spontanément, naturellement, les personnages peuvent revenir. Mais il y a aussi des techniques pour les ramener à la vie, pour les raviver, pour les retrouver. Et c'est vraiment cette proximité intérieure avec leurs émotions. Alors évidemment, il faut y croire, il faut se plonger dedans. C'est un peu comme un jeu. Et ça s'apprivoise. Et ça s'apprivoise d'avoir une double vie, entre guillemets. Parfois, il y a presque cette sensation qu'on trahit un petit peu la vraie vie en étant aussi connecté à un imaginaire. Mais je crois que ce deuxième monde qui nous habite en tant qu'artiste est tout à fait nécessaire. Il nous nourrit, il nous rend plus inspirants pour les autres. Il nous rend peut-être plus capables d'avoir de bonnes idées dans la vraie vie et d'avoir la capacité d'accueillir des solutions pour nos problèmes. Parce que voilà, la créativité, c'est cette ouverture et c'est cet émerveillement qui permet de voir tellement plus large. Et donc d'apporter des choses nouvelles, réellement nouvelles, à un monde qui en a terriblement besoin. Aujourd'hui, on peut se noyer très facilement dans ce que nous proposent les médias, les informations, l'actualité, etc. Et on peut se noyer dans finalement le monde d'avant, le système d'avant, et dans ce côté industriel où il faut produire, où il faut faire comme on nous dit, ce côté scolaire, qui en fait ne crée rien de nouveau, ne fait que reproduire encore et encore les mêmes systèmes qui sont, on le voit aujourd'hui, excusez-moi pour le bruit, qui sont, on le voit aujourd'hui, nocifs à notre santé physique, mentale, émotionnelle, qui sont nocifs à nos relations. Donc ces fonctionnements qu'on nous a imposés par le système, encore une fois, je l'ai répété dans plusieurs épisodes, mais qui s'est établi à la révolution industrielle, ce système déshumanisant. En fait, voilà, ces systèmes-là, ils ne nous rendent plus service. Et aujourd'hui, je pense que les artistes et les personnes créatives sont les personnes qui vont bousculer, qui vont faire bouger ce status quo dans lequel on est coincé depuis bien trop longtemps. Parce que les nouvelles idées, notamment celles qui émergent d'une innocence, d'une authenticité, vont vraiment être ce qui va permettre de retrouver une forme de santé
individuelle, collective, et quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus génératif pour l'humanité et pour la planète. Donc, en ça, l'artiste est loin d'être déconnecté de la réalité, il est loin d'être déconnecté du monde. En étant très connecté à lui-même, à elle-même, l'artiste est très très connecté aux enjeux du monde actuel, est très connecté à ce qui est nécessaire pour le monde. Et j'en ai marre, en fait, j'en ai marre qu'on ne prenne pas les artistes au sérieux. Et un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en tant qu'artiste, c'est le fait de ne pas être payé, le fait de ne pas être rémunéré pour notre travail. Ça donne l'impression que notre travail n'a pas d'importance et qu'il n'est pas sérieux et qu'il n'est pas nécessaire, alors qu'il est incroyablement nécessaire. Il n'a jamais été aussi nécessaire que dans le monde d'aujourd'hui. Donc il est important que les artistes prennent conscience, si vous êtes artiste et que vous m'écoutez, il est important que vous preniez conscience de la valeur que vous apportez au monde, de l'importance de votre travail, et que vous commenciez à vraiment montrer cette valeur, à assumer que c'est important, à dire non à des propositions qui ne respectent pas la valeur de votre travail, à monter vos prix, enfin vraiment à assumer la valeur que c'est, que vous apportez. Il y a une personne dont j'ai envie de parler, qui s'appelle Amy McNee. Si vous parlez anglais, vous pouvez la trouver facilement sur Instagram. Son pseudo, c'est Inspired to Write. Et elle a fait un travail phénoménal ces dernières années, avec son livre notamment We Need Your Art. Mais en fait, elle publiait chaque jour sur Instagram des peintures qu'elle faisait où elle peignait des phrases qui insistait sur le fait que l'art est nécessaire, on a besoin de l'art, et qui motive les personnes créatives à continuer de créer. Elle a fait un travail extraordinaire et elle a sorti un tout petit livre récemment qui est un peu comme une sorte de texte qu'elle a mis sous forme de livre qui s'appelle I don't want a job. Je ne veux pas de travail, je ne veux pas au sens je ne veux pas de boulot, je ne veux pas de travail conventionnel, et où elle dénonce le fait qu'on banalise le fait qu'on mette l'art de côté, que la création soit un hobby, et doivent rester un hobby en fait, plutôt que de prendre une place centrale dans la vie de quelqu'un. Pourquoi j'ai envie de parler d'elle ? Parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles on peut mettre de côté la création ou se dire que ça n'est qu'un hobby et que ça n'est pas sérieux, c'est que on a peur de vivre ce rejet de la part des autres, on a peur d'être exclu, d'être considéré comme quelqu'un d'oisif, de oisif, quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui ne veut pas contribuer à la société, si on assume qu'on est entièrement dévoué à sa création. Et donc, voilà, il y a cette tendance à, en tout cas dans un certain nombre de pays, c'est peut-être pas tant le cas en France parce qu'il y a l'intermittence, mais selon les types de métiers artistiques, voilà, il est vrai que ça demande beaucoup de courage et d'accepter une sorte de solitude, de choisir de faire de son art le centre de sa vie. Et moi, j'en faisais presque un peu un combat pendant un temps, c'est-à-dire que même si c'était pas ma source de revenus, je disais, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, je disais je suis artiste, et quand on me demandait si j'en vivais, je disais non, mais c'est ça qui est au centre de ma vie. C'est-à-dire que j'avais d'autres sources de revenus, mais au niveau du temps passé, je passais beaucoup plus de temps à créer qu'à faire les choses qui m'apportaient de l'argent. Et c'était, c'est d'ailleurs aujourd'hui encore le cas, c'est tout à fait ce qui me convient comme équilibre. Mais c'est quelque chose qu'il faut assumer et qui n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, travaillent des heures et travaillent à l'heure. Et en fait, travaillent des heures par jour dans quelque chose qu'ils n'aiment pas et sont jaloux du fait qu'on s'autorise à structurer notre vie différemment à travers un mode de vie plus entrepreneurial, mais qui est aussi plus risqué, où on va avoir certains
pans de notre travail qui vont être rémunérateurs et d'autres pans de notre travail qui ne vont pas l'être, voire qui vont même nous coûter de l'argent. Et si on regarde les modèles économiques de la plupart des artistes, c'est comme ça que ça se passe. Alors ça dépend un peu des domaines artistiques, mais énormément d'artistes sont soit subventionnés, soit ont des mécènes, soit ont en fait une activité qui leur permet d'avoir suffisamment de revenus pour pouvoir créer. Ils sont rarement rémunérés pour leur création. Ils vont être rémunérés peut-être parce qu'ils donnent des cours, peut-être parce qu'ils ont des... Éventuellement, s'ils ont vraiment eu de la notoriété, ils vont avoir des droits d'auteur qui viennent effectivement de leur création. Mais souvent, ce vont être des produits dérivés, des ventes de merchandising, donc c'est ça le produit dérivé, des ventes de produits comme leur CD, effectivement. Mais généralement, ça va venir peut-être du live aussi. Mais en fait, dans l'écrasante majorité des cas, même faire du live, ça rapporte peu d'argent à l'artiste, parce qu'il y a énormément de coûts qu'il faut assumer avant de pouvoir payer l'artiste. Donc, voilà, je vous donne plein d'exemples, mais juste pour vous dire, en fait, dans la majorité des cas, ça n'est pas dit, mais l'artiste ne vit pas de sa création directement. Il va vivre de certaines retombées de sa création, et il va vivre peut-être d'activités annexes comme l'enseignement. Énormément d'artistes vivent en fait de l'enseignement. Mais ça n'est pas forcément dit ou ça n'est pas publiquement assumé parce que ce serait plus classe de se dire qu'on vit de sa création. Mais c'est pas une réalité pour la majorité des artistes, c'est pas ça la réalité. En revanche, décider de structurer sa vie pour que la création puisse avoir une place centrale, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Et que je vous invite fortement à faire si c'est votre désir. C'est pas facile, c'est un chemin qui est plus risqué que celui d'avoir un CDI et puis de travailler son art le week-end, mais ça a quelque chose de plus, pour moi, plus exaltant, parce qu'il y a aussi tellement plus d'espace pour vivre, pour ressentir des choses, pour vivre des choses intenses, quand on a le choix de comment on vit ses journées. À propos de choses intenses, ça m'amène à mon deuxième sujet qui, je pense, ne prendra pas trop de place dans cet épisode, mais j'avais envie d'en parler parce que ce matin, ça m'est venu. Mon deuxième sujet, c'est l'intensité de la joie. C'est marrant, je dis souvent que on me dit régulièrement en concert que je fais surtout des chansons tristes et que ce serait bien que je fasse plus de chansons joyeuses ou que j'alterne, etc. C'est vrai que mes chansons joyeuses représentent peut-être 1 ou 2% de toutes mes créations. Donc effectivement, je constate que c'est pas facile d'écrire une chanson joyeuse, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est pas facile, c'est que ressentir de la joie, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas forcément à faire. Alors, moi, je m'autorise à ressentir de la joie, mais il y a joie et joie. C'est-à-dire qu'il y a ressentir de la joie ponctuellement, ça, j'y arrive très bien, au quotidien, des petits moments, etc. Mais quand la joie se prolonge, quand il y a beaucoup d'événements successifs qui sont positifs, qui vont dans le bon sens, quand on accomplit des choses dont on rêvait depuis longtemps, il y a presque ce truc de se dissocier de soi-même, parfois, de ne pas réussir à embrasser pleinement toute cette intensité de joie. Il y a plusieurs raisons à ça. Je pense qu'une des raisons, c'est qu'on a peur que ça s'en aille. On a peur que ça nous soit enlevé, que toutes ces choses qui nous réussissent, en fait, ça soit éphémère. Et la réalité, c'est que c'est vrai, c'est que c'est éphémère et que rien ne va durer. Mais autant en profiter, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai qu'il y a cette peur de devoir ensuite être triste. Donc, si j'ai de la joie, ah mais oui, mais si j'ai trop de joie, ensuite je vais être intensément triste parce que je vais perdre des choses. Et puis dans la joie même, il y a déjà un deuil aussi de tous les moments où on n'a pas eu de joie, de tous les moments où on a souffert. Il y a cette sensation de « Ah, mais en fait, je ressens enfin cette joie, mais ça veut dire qu'avant, j'étais pas heureuse. » Il peut y avoir ces questionnements-là qu'on cherche à éviter en évitant de ressentir pleinement sa joie et de la laisser se répandre pleinement. Il y a aussi « Ah mon Dieu, mais si je suis heureuse, mais il y a tellement de gens qui vont être jaloux de moi, il y a tellement de gens qui vont plus m'aimer, tellement de gens qui vont plus pouvoir se reposer sur moi pour se rassurer. » Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui se reposent sur notre mal-être pour se rassurer, qui aiment bien parler avec nous quand on va pas bien parce qu'ils se disent « Ah voilà, moi je suis pas la seule à aller mal. » Et en fait, avoir de la joie au cœur, avoir de l'amour en soi et le rayonner, à la fois ça peut faire énormément de bien à des gens et à d'autres gens ça va les mettre mal à l'aise parce que eux-mêmes ne s'autorisent pas à vivre cette joie ou vivent tout un tas de choses qui ne leur permettent pas de la ressentir. Et
Et du coup, ah mon Dieu, mais c'est sûr que si je vis beaucoup de choses agréables, que si je vis beaucoup de réussite et beaucoup de joie, sachant que la joie et la réussite ne sont pas forcément concomitantes, mais parfois, voilà, c'est vrai que vivre des accomplissements les uns après les autres, de suivre son cœur, de vivre des réussites, ça nous génère de la joie. Eh bien, oui, il va y avoir des personnes qui ne vont plus nous aimer, et donc forcément, on va se rendre compte qu'en fait, elles ne nous aimaient pas vraiment, et donc ça va nous réveiller tout un tas d'autres émotions. Et ça me donne envie de citer, aujourd'hui j'adore citer des gens, je sais pas pourquoi, mais ça me donne envie de citer Joe Hudson, qui est un coach que j'aime énormément et dont je suis les exercices en ce moment, qui dit « La joie est la matriarche de toutes les émotions. Elle ne vient pas tant que ses enfants n'ont pas tous été accueillis. » Et en fait, c'est ce qui se passe quand on commence à travailler sur l'accueil de ses émotions et l'amour de soi. On va apprendre à aimer inconditionnellement. Je vais juste ouvrir à mon chat qui miaule. On apprend à aimer inconditionnellement plein d'émotions, dont la tristesse, la colère, la peur, la culpabilité, la honte. Et à un moment, la joie apparaît. Et c'est là, c'est un peu comme la récompense de tout ce travail. Moi, c'est ce que je vis en ce moment. Et en fait, c'est bizarre. C'est bizarre à ressentir. Et il y a la peur, effectivement, de retomber encore dans d'autres émotions. La peur, elle est moindre quand on a travaillé sur cet accueil des émotions. Mais il y a quand même cette peur-là qui peut nous pousser à nous auto-saboter un peu, à créer des situations qui vont enlever cette joie, qui vont la faire disparaître au moins momentanément. Voilà. C'était tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est une journée évidemment très joyeuse pour moi parce que c'est le retour du soleil à Amsterdam et ça faisait bien longtemps. Et c'est le retour de la chaleur. Il fait 17 degrés. J'ai chaud là, je suis en train de transpirer. Donc je suis ravie. Et en plus, je suis ravie parce que je vais en studio cet après-midi pour faire des tests d'enregistrement. Et je pense que c'est le début d'une nouvelle aventure. Je sais que c'est le début d'une nouvelle aventure qui se profile et j'ai hâte de vous partager plus de choses par rapport à ça. Donc au printemps, ça va être une période assez intense puisque je vais lancer un nouveau projet. Et en attendant le printemps, je vous invite quand même, si vous avez un projet d'écriture ou un projet artistique, quel qu'il soit, à me contacter. Ça ne vous engage à rien, vous m'envoyez un mail et on échange un peu là-dessus parce que je fais des accompagnements personnalisés et j'adore ça. N'oubliez pas que mon EP, Le syndrome de Peter Pan, est toujours disponible en CD et en vinyle. Vous pouvez vous les procurer. Je vous mettrai les liens dans la description. Et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo pour qu'on puisse encore une fois créer plus de liens entre nous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Art Sensible.